Le point commun de toutes ces expérimentations, toutes ces recherches, ils sont deux. Premièrement, on travaille en plateau constitué, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, simultanément. On n'est plus dans le processus séquentiel de l'innovation dans le bâtiment, qui est de dire, le fabricant de matériaux imagine un matériau, vient le présenter au constructeur qui dit, je prends pas. Ah non, je prends pas parce que 1 cm de polystyrène supplémentaire, ça fait aussi bien que l'amélioration remarquable que vous venez de donner à votre matériau de base. Donc on ne veut plus de ça, on l'a connu ces dernières années, en particulier au début de la RT 2012, on ne veut plus de ça, et on cherche donc à monter une innovation collaborative. Parti pris, les primo-accédants les plus modestes ont besoin de pouvoir d'achat. Deuxième parti pris, prenons notre part, on les trouvera dans le coût de la construction. Troisième parti pris, l'environnement réglementaire, etc., c'est très bien, mais ça nous désespère. C'est par nos propres efforts, avec les fabricants, qu'on va inventer une maison de demain où on a besoin de faire un saut technologique. Dans l'industrie automobile, il n'y a plus de châssis, il y a une plateforme. Ça veut dire quoi tout ça pour nos industries? Et ça, on y travaille au Geoxia Lab. Et puis, la troisième dimension, c'est ce qu'on appelle l'anticipation de la nouvelle réglementation responsable de 2020. L'objectif de l'association n'est pas d'être un groupe de pression supplémentaire pour dire ce qu'il faudra faire. L'objectif est beaucoup plus modeste, c'est d'observer tout ce que tout le monde dit, de façon à se préparer concrètement au plus probable. On a un énorme problème d'information, des tas de think tanks produisent des recommandations pour ce que sera cette réglementation. Personne ne sait aujourd'hui ce qu'elle sera. Mais nous, on a besoin de savoir vers quoi ça va, et donc on cherche l'intersection en montant donc une documentation extrêmement forte. Je prends les trois premières questions. Geoxia Lab, et ça m'a permis de retrouver l'idée que j'avais oubliée tout à l'heure. Oui, nous serons ouverts, bien sûr, au monde parlementaire, au monde politique, à tous les gens qui interviennent dans ces matières, mais j'ai dit nous serons. La politique du Geoxia Lab, c'est d'abord de produire, et une fois qu'on a produit, on montre. On n'est pas dans l'effet d'annonce. Et en particulier, l'Assemblée générale du Lab va se prononcer sur le programme suivant dans sa prochaine session. Nous prévoyons d'instrumenter techniquement 60 maisons en France, 60 maisons RT 2012, de façon à voir exactement comment elles se comportent, et on répondra là très précisément à la question de la consommation d'énergie, mais surtout, j'allais dire, c'est maladroit ce que je veux dire, mais d'instrumenter les occupants. C'est-à-dire que, bien sûr, les ingénieurs vont se faire plaisir en ayant une instrumentation de maison à grande échelle, mais surtout, un organisme de sondage va faire une sorte d'étude, je vais presque dire ethnographique, du comportement des occupants dans ces maisons. C'est la question du confort, c'est la question du ressenti. Nous ne la connaissons pas, et donc pour tous les participants du Geoxia Lab, il y a une avidité à comprendre comment tout ça est consommé, comment les gens se comportent, et faire la corrélation entre des chiffres d'une instrumentation technique et des comportements, des témoignages rapportés de façon extrêmement régulière. Je veux dire, le gros du budget de l'association va passer dans cette base de données de connaissances qui va permettre d'irradier tous les projets. Donc oui, nous le ferons, mais quand nous aurons ça à disposition, on ne fait pas d'effet d'annonce avant. RT 2012, baisse de la consommation, oui. Énorme déception quand on dit à un primo-accédant modeste, puisque c'est eux que nous rencontrons. Vous savez que cette maison, elle va consommer 3 fois moins que là où vous logez actuellement. La réponse est « Ah oui, c'est intéressant ». Ça s'arrête là, le dialogue avec le client. Il n'y a pas d'enthousiasme là-dessus. Par rapport au plan, etc., où il n'y a pas d'enthousiasme. Alors, c'est très important parce qu'un organisme spécialisé de financement comme le Crédit Foncier tient compte de cette économie d'énergie pour dire « c'est du pouvoir d'achat d'investissement du client ». Donc de ce point de vue-là, il y a un effet indirect. Mais il est étonnant de voir que, en premier abord, ah ouais, c'est chouette, ah ouais, merci pour le bonus, merci pour le neurose. Une deuxième chose que l'on cultive beaucoup, c'est la notion d'étiquette énergétique de la maison, c'est-à-dire à la revente, votre maison vaudra plus par rapport à des maisons déclassées. Et alors que nous savons pertinemment qu'en moyenne, un primo-accédant revendra sa maison 7 ans plus tard, en moyenne, ce n'est qu'une moyenne. C'est-à-dire que le projet de sa vie, là,
En réalité, c'est un projet pour 7 ans. Hein. Dans 7 ans, tout est dénoué. Il ne faut pas dramatiser les 25 ans. Mais il a en tête qu'il est parti pour 25 ans, c'est la maison de sa vie. Quand on lui dit, dans 7 ans, quand vous allez revendre, pas dans 7 ans, ça aura de la valeur, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir un toit maintenant pour ma famille. Donc c'est étonnant de voir qu'en effet, des choses qui sont objectives, qui sont positives, sont assez peu ressenties au moment de l'acte d'achat. Enfin, sur la question au sujet de la mise en service, on a des dates précises de mise en service de la RT12. Toutes les maisons que nous avons vendues à partir de l'automne 2012 d'ailleurs, puisque ont été RT12, puisque c'était la date de permis de construire, de dépôt de demande de permis de construire au 1er janvier qui était le coup près. Alors vous avez raison, avant il y a eu des maisons performantes, mais ces maisons performantes étaient subventionnées entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait un complément de PTZ qui payait le surcoût BBC. Donc en effet, il y a eu une très belle époque où il y avait des 10%, 15% de maisons BBC qui sortaient au milieu des maisons RT 2005, mais le surcoût était gommé par l'aide providentielle. Donc en réalité, on est dans le dur depuis le 1er janvier 2013. Oui, en effet, 10% de notre activité liée à la rénovation. Nous avons un fichier de 200 000 maisons Phoenix que nous avons construites, parmi les 400 000 que historiquement nous avons construites. Le fichier est actif sur 200 000 maisons et nous proposons donc aux propriétaires de ces maisons quelque chose du genre « Qui mieux que Phoenix peut entretenir votre maison Phoenix ?» En gros, ça marche très bien. Donc 4000 chantiers par an. Beaucoup Alors, une maison, ça a besoin de vivre, ça a besoin de s'embellir, tout simplement. Ça a besoin d'équipements complémentaires. Nous avons porté de gros espoirs sur la rénovation thermique, bien sûr, depuis 2 ou 3 ans. Ça décolle bien, mais nous constatons la chose suivante. La rénovation thermique en elle-même, c'est-à-dire d'abord l'esprit positif citoyen, je veux avoir une installation digne de ce nom de nos jours, d'une part, je veux éventuellement faire des économies. Ça marche, il y a un marché, etc. Mais ça reste compliqué. Et en particulier, le faisceau des aides est extrêmement... Alors, il est puissant, il y a de l'argent pour la rénovation thermique. Il est compliqué. Et nous, professionnels, on n'a pas encore réussi à le digérer totalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore capable d'expliquer vraiment simplement, d'une façon fluide et rapide, au client qu'est-ce qui va se passer et tous les bénéfices qu'il va avoir. Donc on se charge de cette partie administrative extrêmement importante, mais tout ça fait que le marché de la rénovation thermique en lui-même est tonique, mais sans plus. Ce qui marche très fort, c'est l'agrandissement avec une rénovation thermique. Parce que le bénéfice de l'agrandissement, il est immense. Et la rénovation thermique est une cerise sur le gâteau qui, à ce moment-là, se justifie. Donc nos grandes interventions, c'est l'embellissement, la rénovation thermique, l'agrandissement, et maintenant, j'allais dire la mise aux normes seniors. Je n'aime pas le mot norme, vous l'avez senti. Mais la mise à niveau des maisons seniors, puisque un certain nombre de propriétaires occupants de maisons Phoenix vieillissent et ont besoin donc de toutes ces adaptations qui sont indispensables à la vie de plus en plus dépendante. Alors, dissociation, on disait tout à l'heure, dissocier le financement du terrain et le financement de la maison. Alors ça, on y avait beaucoup travaillé dans Objectif 500 000, on avait fait des propositions Objectif 500 000. En gros, le PTZ, aujourd'hui, quel est son atout? C'est pas son taux zéro, puisque zéro par rapport à 2%, ça compte, mais bon. C'est son différé d'amortissement initial, et qui permet de solvabiliser un primo-accédant dans les premières années. Une autre manière d'avoir ce différé d'amortissement, c'est-à-dire de rembourser plus tard, c'est de dissocier en effet le financement du terrain et le financement de la maison, en commençant par rembourser la maison et puis peut-être plus tard le terrain, et donc toutes ces formules de bail amphithéotique. Bon, ça n'a pas prospéré c'est dans le rapport 500 000, mais ça n'a pas prospéré. Quelqu'un signalait les écoquartiers, l'essor des écoquartiers. Oui, c'est très important, l'essor des écoquartiers. Et là, de ce point de vue-là, nous, Geoxia, on a une limite actuellement, c'est qu'on a du mal à insérer nos constructions dans une démarche de quartier. On insère beaucoup trop nos constructions dans un terrain. Et culturellement, il y a toute une transformation à faire. Parce que la démarche des écoquartiers est réellement très riche et bien sûr très complémentaire de l'art de vivre dans ces maisons.
toutes les questions au sujet du confort, ah oui, et en particulier donc, le fait de faire une proposition plus globale qu'une simple proposition d'investissement, de maintenance limitée, etc. Alors oui, on constate que dans tous les domaines, les offreurs de services, de plus en plus, offrent des choses très globales. Nous, on a été un peu refroidis par une expérience marketing malheureuse. À un moment, étant donné que le budget chauffage d'une maison RT 2012, il est tellement faible qu'on a fait une promotion, 5 ans de chauffage offert. Alors c'était encore à côté d'autre chose, hein, c'était pas encore packagé, mais c'était 5 ans, on était très fiers de notre idée. Flop. Flop. Pourtant, le chauffage c'est réputé être cher, non, flop. Donc ça nous a un peu refroidi, et c'est pour ça qu'on n'est pas en ce moment très actif sur des notions de package élargi, mais je suis persuadé que c'est une voie d'avenir. Hein. L'innovation représente au départ un surcoût d'entretien, c'est indéniable, et c'est là qu'en tant que praticien, on doit savoir faire la part des choses. Il y a eu une considération sur le contrôle qualité de la maison, et finalement une grosse différence entre les équipementiers, enfin les constructeurs automobiles, les constructeurs de maisons, c'est qu'eux ils font une usine. En ce moment je visite beaucoup d'usines. Parce que je ne vois pas pourquoi finalement, intrinsèquement, on ne pourrait pas faire une maison. Une maison de 78-80 mètres carrés, c'est 2 blocs sur deux remorques de semi-remorques. Bon, il y a des constructeurs qui le font en solution bois. Hein, pour l'instant, ils ne réussissent pas à obtenir une économie d'échelle qui ferait un gap en matière de prix et qui tout d'un coup ferait que c'est la solution privilégiée du primo-accédant très modeste, comme Phoenix, dans les belles années, a été la solution. Il n'y en avait pas d'autre. Phoenix s'est embourgeoisé petit à petit. Là, y a-t-il moyen, par une maison construite en usine, ce que je peux dire en visitant pas mal d'usines, c'est que c'est spectaculaire la qualité, la finition en usine d'une maison, et que ça ne pose plus de problème ensuite de problèmes majeurs pour la transporter, l'assembler, la conserver en bon état pendant une phase de chantier très courte. Donc oui, personnellement, je crois que... Enfin, nous, on cherche une solution en usine, je ne sais pas si on la trouvera, mais ça paraît en tout cas plus intéressant que tous les montages en 2D. L'auto-rénovation, je ne sais plus qui citait ça, oui, c'est un mouvement de société, le fait de prendre en charge par soi-même. Bon, alors on le sent très bien, nous, dans la marque Maison Castor, qui est une maison à terminer soi-même. Le paradoxe, c'est dans Maison Castor, nous n'en donnons pas assez au client à terminer lui-même. Parce qu'en particulier, le système de chauffage, on juge que c'est tellement délicat qu'on ne lui laisse pas faire. Le chauffage énergie renouvelable. Et donc, on l'a privé de pouvoir monter lui-même son système de chauffage, le client. Mais en rénovation, le mouvement est très fort aussi. Et en France, on peut faire confiance dans les grandes surfaces de bricolage qui apportent des niveaux de service, des niveaux de pédagogie, des niveaux d'assistance extrêmement importants. Et je pense que les entreprises auront un rôle à jouer là-dedans, parce que, bon, d'abord, c'est une activité économique, et ensuite parce qu'on a toujours un peu peur qu'un client, même s'il est encadré, etc., il fasse un peu n'importe quoi. C'est injuste, mais on a toujours cette peur. Je suis sûr que ça va se développer. Puis merci pour l'information, 1000 maisons instrumentées en Allemagne, c'est sûr qu'on doit avoir des choses à ce moment-là.